Et bienvenue du coup en ce lundi sur ce webinaire sur la standardisation des données d'autopartage. Donc, moi c'est Alex, je suis responsable technique à la Fabrique des Mobilités, je vais être l'animateur aujourd'hui, mais je vais essayer de plutôt laisser les différents experts qui sont là vous partager leurs différentes expertises. Avant de rentrer un petit peu dans le déroulé du webinaire, un petit mot juste pour vous rappeler pourquoi est-ce qu'on parle de standardisation d'autopartage aujourd'hui. Cette année, en 2025, elle est quand même assez émouvante sur l'autopartage 2024-2025. Il y a eu notamment un JT national qui a été organisé l'année dernière où les acteurs se sont un peu rassemblés au cours de nombreux points et fédérés. On a vu quand même pas mal d'avancées aussi sur les questions de partage de données, de standardisation, etc., qui vont vraiment être le sujet du jour. Et l'autopartage a un peu le vent en poupe en ce moment. Et je pense que de notre point de vue, 2025 est une année un peu charnière pour la pratique et en particulier la numérisation de la pratique. Le déroulé de ce webinaire aujourd'hui va se faire comme présenté. Il y a une petite introduction que je suis en train de vous faire côté Fabrique des Mobilités, puis ensuite on entendra l'ADEME et la DGITM qui sont tous deux un peu les supporters de l'association sur ces travaux en ce moment. On aura ensuite un premier tour de table autour du besoin. On s'est dit que c'était intéressant de commencer par le besoin en standardisation, regarder d'où viennent finalement quels usages des utilisateurs, etc., nécessitent un partage de données un peu plus standard. Notre deuxième tour de table aura lieu sur les usages actuels des standards et de la standardisation. Donc là, c'est vraiment un état des lieux qui est fait en France et même un peu plus loin sur comment est-ce que, lesquels et comment les standards sont utilisés et les défis qui sont rencontrés un petit peu par les gens qui s'y sont essayés jusqu'ici. On aura ensuite un peu une session de questions-réponses, donc n'hésitez pas pendant les tours de table, soit à noter vos questions dans un coin, soit les écrire dans le chat au fil de l'eau. Et enfin, conclusion et dernière réaction des intervenants. Les intervenants, d'ailleurs, on va bien évidemment les rencontrer un peu plus précisément, mais je vous ai mis la liste ici. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que nous n'avons que des hommes aujourd'hui. Ce qui est un peu dommage, c'est pas faute d'avoir essayé. Donc, je tenais un petit peu avant de passer la main aux intervenants à soulever un petit remerciement quand même, parce que tous ces travaux sur l'autopartage que je viens de décrire, ça se serait pas fait sans une parité. Donc j'ai noté quelques-unes. Je pense à Delphine Elodie côté GT National, je pense au collectif Autopartage entre particuliers, dont certaines le représentent aujourd'hui, Adeline, Marilyn, Clara, qui ont fait quand même un gros travail aussi sur cette partie-là. Et puis petit clin d'œil aussi à mes collègues Marguerite et Julie, qui sont dans la salle, mais voilà, qui ont quand même beaucoup participé, ils m'ont beaucoup aidé au travail d'aujourd'hui. Donc j'en en cite que quelques-unes pour rendre à César ce qui est à César, mais évidemment, nous en avons beaucoup d'autres, notamment dans la salle. Je vous propose du coup de commencer avec une petite introduction. Pardon. La Fabrique des Mobilités, juste pour rappeler, j'ai l'impression que dans la salle, quasiment tout le monde me connaît vu que je reconnais beaucoup de noms. Mais en deux mots, la Fabrique des Mobilités, c'est une association. Elle a été reconnue d'intérêt général l'année dernière. Et on agit vraiment sur la mobilité durable, dont l'autopartage en est. On a trois grandes pratiques, les expérimentations, l'animation de communauté, les études. Je vous invite quand même à nous contacter si vous voulez en savoir plus. C'est pas le sujet du jour, mais j'étais un petit peu obligé de mettre une slide là-dessus. Sur la standardisation en particulier des données, on a deux grands travaux. Le premier, qui est ce webinaire qu'on organise aujourd'hui, qui fait partie de tout un cycle de webinaires qui est soutenu par la DGTM. Bien sûr, comme tous les autres webinaires, les diapositives seront partagées, l'enregistrement vidéo aussi. Vous avez dû entendre d'ailleurs que l'enregistrement vidéo a été lancé. Puis là, on est en milieu de ce cycle, en fait. Je vous laisserai découvrir les différents webinaires. On a des vidéos à chaque fois. Et puis ceux qui arrivent pour le deuxième semestre. Et puis sur la standardisation de l'autopartage en particulier, on a rédigé une note et un état des lieux assez complet suite à des entretiens avec les experts que vous allez entendre d'ailleurs après certains d'entre eux. Je vous partagerai aussi cet état des lieux. L'idée, c'était d'organiser ce webinaire, de voir un petit peu vos questions pour le compléter avant de vous le partager à vous tous. Il y a en gros 19 pages sur la standardisation en France en juillet 2025. Maintenant, on s'est dit que ce serait intéressant d'entendre du coup un de nos sponsors pour ce travail, qui est l'ADEME.
sur les avantages environnementaux de l'autopartage. Donc, sans entrer tout de suite dans la standardisation, hein, l'idée, c'est un peu de se rappeler, de se rafraîchir la mémoire sur finalement, qu'est-ce que ça apporte un petit peu aux citoyens, à la société et à la planète, l'autopartage. Mathieu, est-ce que tu es avec nous si tu veux prendre Je la suis là, parole? merci J'ai tes Alex. slides juste après. Ouais, Ok. merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, alors l'ADEME soutient la FabMob évidemment, comme ça a été dit par Alex sur différents sujets, dont l'autopartage. Par ailleurs, l'autopartage, c'est un sujet qu'on regarde depuis maintenant pas loin de 15 ans. Et au départ, on a commencé par se poser la question finalement à quoi ça sert, pour qui, quel type de public, et puis quels sont les effets environnementaux. Voilà, on fait ce type d'évaluation environnementale pour différents services. Et donc, on a commencé assez tôt sur l'autopartage, à partir de 2012, avec une série d'études qui ont été menées et publiées tous les 3-4 ans environ, hein, donc 2012, 2016, 2019, 2022. Et puis, j'y reviendrai tout à l'heure, mais en 2025, là, actuellement, on est en train de lancer la nouvelle édition. Donc, ces études-là, leur objectif, comme je le disais, c'est de comprendre les usagers, les usages de l'autopartage sous ses différentes formes, hein, l'autopartage classique, l'autopartage en free floating, l'autopartage ou la location de voitures entre particuliers. Et donc, ça nous a permis d'apprendre un certain nombre de choses sur cette pratique. Je vais pas détailler évidemment, mais ce que je voulais simplement dire, c'est pourquoi on soutient l'autopartage, c'est parce que ça a des effets environnementaux positifs et avérés qui ont été prouvés par nos études. Donc, si on passe à la diapo suivante, ce qu'on voit ici, c'est deux choses. À gauche, donc, on dit souvent que l'autopartage, c'est un déclencheur de mobilité alternative. En fait, les gens qui passent à l'autopartage se mettent à utiliser davantage les autres moyens de déplacement. Pourquoi? Parce que souvent, ils revendent leur voiture ou une de leurs voitures et donc ils deviennent multimodaux dans leur pratique du quotidien. Et donc, on a remarqué qu'après leur inscription à l'autopartage, eh bien, les usagers utilisent le vélo 22% de plus qu'avant. Ils se déplacent à pied 38% de plus qu'auparavant. Et puis sur les transports collectifs, plus 18 et plus 29%. Alors inversement, c'est ce qu'on voit en bas, c'est qu'on utilise moins la voiture. On utilise 20% de moins la voiture. Alors en jaune, ce sont les chiffres pour l'allocation de voiture entre particuliers, mais qui sont à peu près similaires. Et puis le gros impact, on va dire, qu'on met souvent en avant sur l'autopartage, c'est que ça démotorise. Ça démotorise, c'est ce qu'on voit à droite. Il y a une part conséquente d'utilisateurs, d'abonnés qui revendent leur voiture. Souvent, c'est la première voiture d'ailleurs, hein, qui passe d'une situation où ils ont une voiture à une situation où ils ont zéro voiture. Parfois, ça peut être le fait de passer de deux voitures à une voiture. Mais donc, si on fait la somme de tout ça et qu'on regarde le nombre d'abonnés par voiture en moyenne sur un service, eh bien, ça veut dire que chaque voiture mise en autopartage permet finalement de remplacer 5 à 8 voitures personnelles. C'est-à-dire que pour chaque voiture mise en autopartage, il y a entre 5 et 8 abonnés qui ont revendu leur voiture. Donc c'est très positif, ça libère de l'espace public en ville, voilà, la voiture prend de la place. Donc l'autopartage libère de la place, c'est positif. Et puis ça supprime des kilomètres faits en voiture par an. On estime entre 10 et 19 000 kilomètres par an le nombre de kilomètres économisés grâce à une voiture mise en autopartage. Si on avance sur la suite, donc du coup, quand on voit ça, l'objectif, évidemment, ça va être de faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui se mettent à devenir autopartageurs hein, pour qu'on bénéficie des avantages environnementaux positifs. Ça, c'est le déploiement aujourd'hui, l'autopartage en boucle, hein, de type Cities ou Communauto ou encore quelques autres. Et donc, voilà, l'intérêt aujourd'hui des pouvoirs publics, hein, de l'ADEME, de l'État, c'est finalement qu'il y ait davantage de véhicules en autopartage pour avoir davantage d'abonnés à l'autopartage et donc d'impacts environnementaux positifs. Et donc, si on termine sur un peu les suites de tout ça, donc comme je disais, on est en train de lancer l'édition 2025 de l'étude, qui va permettre d'observer s'il y a eu des différences par rapport à 2022 sur les profils d'autopartageurs, sur les pratiques. Peut-être qu'il y en a, puisque l'autopartage c'est quand même pas mal développé depuis 2022. Et puis surtout l'intérêt qu'il y a dans cette nouvelle édition, c'est qu'on va faire des zooms on va investiguer en fait des formes un petit peu plus marginales d'autopartage, un peu moins diffusées. On peut penser notamment à l'autopartage qui est pratiqué en fait de manière très informelle par des collectifs de particuliers qui partagent un véhicule. Donc ça, c'est une pratique qu'on connaît encore assez mal aujourd'hui.
Deuxième chose, c'est les flottes d'entreprises ouvertes. Donc il y a certaines entreprises qui ouvrent leur flotte finalement à l'autopartage le week-end, par exemple, pour leurs salariés. Donc ça, on aimerait bien comprendre ce que ça apporte et à quel type de public ça sert. Et puis enfin, souvent quand on fait ce type d'enquête, on interroge les usagers, mais on n'interroge pas les non-usagers. Donc ici, on va justement faire ça. On va interroger un panel de Français finalement représentatifs de la France entière ou bien des zones plus urbaines. Et on va regarder finalement les non-autopartageurs, bah, pourquoi ils ne sont pas inscrits. Enfin, est-ce que c'est parce qu'ils connaissent pas le service? Est-ce que c'est parce que ça ne leur est pas utile par rapport à leur type de mobilité du quotidien? Et puis on va aussi pouvoir tester des questions de perception, d'image et au final de potentiel pour l'autopartage en fonction de cette enquête. Donc c'est une étude qu'on lance là tout de suite. Les résultats seront disponibles normalement au premier semestre 2026. Voilà, donc on lance ça, et puis rendez-vous dans quelques mois pour les résultats. Merci Mathieu. Rendez-vous donc dans quelques mois, en effet. On a hâte. Merci encore. Je propose de passer la parole de l'autre côté, côté Digitm. Georges, si tu es avec nous. Oui, bonjour Alex, bonjour à tous. Alors, j'ai partagé une petite slide. Alors, Je t'en prie. oui, Normalement, je t'ai donné le droit. oui, c'est bon, c'est en cours. Ça arrive, vous le voyez? Ouais, merci. Ok. Donc, oui, enfin, comme c'était écrit dans la slide d'Alex, je travaille à la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités. Donc, je m'occupe des standards pour les services de transport. Voilà, au sens large, donc que ce soit côté ouverture de données ou ouverture de services de vente et distribution. Alors, là, j'ai plusieurs messages, mais du coup, je vais introduire un peu ce que fait, enfin, on va revenir par la suite, parce que du coup, il y a Stéphane qui va intervenir, donc là, sur le point d'accès national, donc qui est la brique en bleu au milieu. Mais du coup, notre politique d'ouverture de données des services de transport, ça a vocation à alimenter les voyageurs, donc qu'on voit tout à gauche, via leur appli préférée. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc on va mettre les données au format standardisé au milieu, entre les gestionnaires de services qui se trouvent à droite et les applications qui se trouvent à gauche. Et comme ça, du coup, toutes les applications pourront accéder à toute l'offre de mobilité. Donc ça, c'est le sens global de cette slide. Après, cette slide elle est orientée transport en commun et ferroviaire. Du coup, voilà, enfin, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, côté gestionnaire de services, en gros, on gère des données, parce que du coup, on gère des infrastructures, des véhicules, des choses comme ça. Et du coup, quelque part, il y a un système d'information. Donc, ici, je parle du cadre réglementaire, donc qui impose la publication de ces données dans un certain format. Donc, c'est les formats d'échange NetEx et Siri. Et du coup, l'idée, c'est que ces formats, ils sont basés sur Transmodel. Donc, Transmodel, c'est un modèle conceptuel qui permet la description de tous les éléments des systèmes de transport, quel que soit le mode. Et donc, on va dire que l'interopérabilité qu'on cherche à atteindre dans un futur, on va dire plus ou moins lointain, enfin donc c'est du moyen à long terme, c'est du coup que tous les modes puissent se parler avec ce langage commun. Et donc ça va assurer une interopérabilité par construction des éléments. Donc ici, je parle par exemple quand on va définir ce que c'est une borne, ce que c'est une location, etc. Enfin, donc on va utiliser tous le même langage et comme ça, du coup, quand on va implémenter des solutions côté application, on va tous parler le même langage et du coup tous parler la même chose. Et donc ça assure un certain niveau de d'interopérabilité. Donc voilà pour ce qui est l'écosystème transmodel. Donc, cet écosystème transmodel, il est imposé par le cadre réglementaire européen, donc le règlement MMTIS, euh, et dans la loi française par la LOM, la loi d'orientation des mobilités. Donc ça, c'est le contexte global, tout mode compris. Maintenant,
qu'est-ce qui se passe pour le cas particulier de l'autopartage et de ce qu'on appelle les nouveaux modes en général? On a des éléments dans le NetEx partie 5 qui sont, enfin donc au niveau européen, donc la norme NetEx qui sont décrits, donc qui permettent de décrire l'autopartage et d'autres nouvelles mobilités. Mais il manque une brique. Donc cette brique, c'est le profil NTX Siri qui est en cours de construction. Donc le profil nouveau mode. Tant que cette brique n'est pas disponible, le cadre réglementaire est incomplet. Ça veut dire que, enfin, il y a certes l'obligation d'écrite, etc., mais cette obligation ne s'applique dans un certain profil qui aujourd'hui n'est pas disponible. Donc de fait, cette obligation, elle ne s'applique pas aujourd'hui. Elle va s'appliquer dès lors que le profil nouveau mode sera disponible et publié. D'ici là, du coup, en tant que responsable de standardisation, je ne peux qu'encourager l'utilisation de formats standards, parce que du coup, ça permet de, d'ouvrir les données et d'ouvrir les services pour les usagers. C'est du coup, quand on se partage les données dans un format standardisé, bah, c'est mieux que de le faire dans des formats propriétaires, parce que du coup, les solutions, enfin, elles sont dépendantes de chaque format de données et c'est pas l'idée. Voilà. D'une part, il y a ce cadre réglementaire qui est incomplet mais qui sera complété prochainement. D'autre part, il y a les formats dont le GBFS qui sont très largement utilisés aujourd'hui et du coup, je ne peux encourager que l'utilisation de ce format standardisé. Voilà pour mon message sur la standardisation. Merci, J'espère que c'est Georges. clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Exactement. N'hésitez pas s'il y a des questions. En tout cas, le message est clair. Standardisons pour le moment avec du GBFS. Je vous propose de continuer tout de suite sur notre premier tour de table, euh, en revenant un petit peu du coup sur les besoins, comprendre un petit peu, genre je viens de l'énoncer, hein, notamment sur les parcours utilisateurs, mais pas que, à quoi peut servir la standardisation. Et Georges, tu as aussi fait une belle introduction pour notre premier intervenant, qui est Stéphane, qui va nous parler un petit peu du point de vue du PAN sur ce sujet, donc le transport de takeoff.fr, hein, pour rappel, mais tu nous le présenteras bien sûr sur ce sujet. Stéphane, je te laisse prendre la parole. Oui, ça va, vous entendez bien la qualité? Ok. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Stéphane du PAN et je vais vous parler d'abord du point d'accès national de l'offre de mobilité et puis aussi en intro vous dire, on n'en a pas encore parlé, mais vous dire l'importance, la partie de l'iceberg qui est cachée sur les modes, c'est souvent les données. Et du coup, l'importance de la donnée dans l'essor des modes, surtout des modes qui sont nouveaux, comme l'autopartage ou les vélos en libre service ou le covoiturage. Donc, c'est là où la donnée et les standards de données peuvent favoriser l'essor de ces nouveaux modes. Et du coup, d'abord vous dire que transportdata.gouv, ben, en fait, c'est issu d'un règlement délégué européen. Donc, Georges vient de le dire. Donc, le règlement, il y a eu d'abord une directive, puis après un règlement qui a instauré que chaque pays européen, chaque pays membre aurait son point d'accès national. Et du coup, le point d'accès national, ben, le but, c'est de référencer toute l'offre de mobilité, de transport au niveau des données, et ça en open data. Donc, nous sommes une équipe de 10 personnes et on se concentre donc sur le multimodal, puisque en France, comme dans d'autres pays européens, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a deux points d'accès national. Un point d'accès national pour les routes, qui est Bison Futé, et un point d'accès national qui est pour tout ce qui est multimodal. Donc le but de transport data.gouv, ben nous, c'est de faciliter les déplacements. Pourquoi? Ben en donnant l'opportunité, grâce à une information de qualité qui est réexploitée par des réutilisateurs, de donner l'opportunité de choisir son mode de transport qui soit le plus écologique possible lorsque chaque citoyen citoyenne se déplace.
Du coup, c'est quoi? C'est d'être une médiathèque nationale où on référence donc les données, en sachant que les données, on parle de données ouvertes, c'est-à-dire des données qui sont d'abord ce qu'on référence, c'est les données dites obligatoires, dont celle de l'autopartage. Et du coup, tout ça, à force de référencer ces données, de devenir cette médiathèque, on améliore cette connaissance de l'offre de transport multimodal. Et du coup, on incite, grâce aux planificateurs d'itinéraires et grâce aussi à d'autres réutilisateurs, je vais en parler juste après, on incite à la réutilisation de ces données et à améliorer la connaissance. Comment ça marche globalement? C'est assez simple. Il y a des producteurs de données. Voilà, ils opèrent et en même temps, il y a cette fameuse couche sous-jacente de data. Ils les déposent sur DataGouv. Donc DataGouv, c'est le serveur national en open data. Euh, voilà, donc ces données sont déposées dans un certain format d'échange, dans une certaine organisation de la donnée. Et derrière, nous, Transport Data, on récupère ces données, on vérifie, on fait différentes couches de vérification, de voir si la standardisation, et puis derrière, on les référence officiellement et on les met à disposition des réutilisateurs. Voilà, en sachant que sur la plupart des données, dont les données d'autopartage, elles sont obligatoires à déclarer pour les producteurs de données, donc les opérateurs ou les collectivités. Et il y a une autorité de régulation de transport qui est là aussi pour vérifier que ces données soient bien publiées sur. Bon, Alex m'a dit ça doit être si je marrante, je vais essayer de ah, voilà. Donc en gros, là, on dirait P1, donc c'est souvent comme ça au niveau directive sur les transports politiquement. En gros, c'est primaire dit qu'il faut mettre en position Attends, il y a ton formation. son qui coupe. Excuse-moi. On a une petite coupure de ton son, Stéphane. C'est un petit peu assuré. C'est mieux? Pas tout à fait encore. Peut-être coupe ta caméra, Stéphane. Ça peut économiser un peu de bande passante. On peut essayer comme ça. C'est bon là? Est-ce que c'est moins haché? Ouais, c'est mieux. Ok. C'est le DIY, il y a trop de. Dans la Drôme, il y a trop de bande passante. La bande passante est trop utilisée peut-être. Du coup, deux paquets, je disais. Donc un paquet, comme l'a évoqué Georges, un paquet européen, donc une directive qui dessine en gros les grands principes. Cette directive est déclinée en un règlement, donc le règlement MMT, qui lui rentre plus précisément dans ce que chaque pays membre va devoir euh, fournir comme données. Ce règlement a eu une mise à jour en 2023 puisque les choses évoluent, il y a des retours d'expérience, voilà. Donc on a une mise à jour de ce règlement. Et en effet, en décembre 2019, la LOM permet de transcrire les différentes choses qui sont dans le règlement, dont l'obligation de déclarer des données, je vais en parler après, et quel type de données et comment. Donc la loi LOM transcrit ça et permet aussi une codification dans le code des transports, dont l'impact est assez important, comme quoi on est un bon élève aussi au niveau européen. Et puis au milieu de tout ça, eh ben, il faut bien que Transport Data soit par décret instauré comme le point d'accès national en France. Donc voilà, en gros, une directive, des directives européennes et derrière une application française. Donc qu'est-ce que ça dit tout ça? Ben ça dit que nous, enfin l'autopartage, voilà, nous ne sommes pas dans les services réguliers, pas dans les infrastructures, nous sommes dans la partie transport à la demande. Donc les données concernant les transports à la demande font l'objet d'une obligation de déclaration. Ce sont des données à la fois dites statiques et dynamiques. Donc le statique, c'est ce qui va concerner, par exemple, pour l'autopartage, mettons pour un autopartage en boucle, l'endroit où il y a la station, donc sa situation géographique,
le type d'emplacement. Donc ça va être tout ce qui est statique. Et après, il y aura l'aspect dynamique, donc on appelle le temps réel, le real time, du coup, où là, on va avoir est-ce que cette voiture est disponible, est-ce que cette voiture est rechargée, voilà, des données beaucoup plus actualisées. Donc, bon là, Georges l'a abordé, donc oui, en effet, normalement, l'Europe recommande donc transmodèle, du coup, du Netex et du Siri, en sachant qu'aujourd'hui, en France, il y a qu'un producteur qui s'appelle Voy de trottinette qui produit un Netex. Voilà, donc on est encore loin en France de pouvoir que les producteurs soient en capacité d'exporter du Netex et du Siri. Ceci dit, il n'y a pas de doute que ça va venir. Du coup, en attendant, ben, quel est le format d'échange qui est utilisé pour que tout le monde se comprenne et pour que ces données soient réutilisées et que l'autopartage se développe en France? On s'est appuyé sur le format GBFS. Donc, le format GBFS, c'est un format historiquement pour le bike sharing, c'est-à-dire tout ce qui est VLS vélo. Et il a été adapté à partir de sa version 2.1 à l'autopartage. Donc, du coup, l'avantage, c'est qu'on peut regrouper cette famille, nous on appelle ça cette brique, des véhicules en libre service qui regroupe à la fois les vélos, que ce soit en free floating ou avec station, les trottinettes et les scooters et aussi l'autopartage et les voitures. Donc du coup, l'avantage du GBFS, c'est il y a une gouvernance qui est organisée par une association qui s'appelle Mobility Data, où on permet à chaque membre ou à chaque utilisateur de pouvoir proposer des modifications, des mises à jour comme il y a eu à partir de la 2.1 pour les voitures. Donc, sachant que tout ça, en France, donc on a norme.transport.data.gouv qui, par arrêté, un arrêté de 2022, permet de dire voici les formats, les schémas à utiliser pour les données. Voilà. Non, Alex, hop. Merci Stéphane. Je te redonnerai la parole un petit peu après pour parler un petit peu des usages justement de ces standards que tu viens de nous présenter et les publications qui sont en cours sur le PAN. Mais je vous propose de continuer notre tour de table sur ces besoins c'est pas dans l'ordre, mais je propose de donner la parole directement à Frédéric. Frédéric, tu représentes toi plutôt la partie collectivité et je serais curieux de savoir de ton point de vue et vis-à-vis par exemple de ce que vient de nous présenter Stéphane autour des différents types de données, et finalement où est le besoin dans la standardisation, où est le besoin dans le partage de données, d'autopartage à ton niveau. Bonjour. Donc, Frédéric Petit, je suis responsable des usages numériques pour le SMAG. Le SMAG, c'est le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. C'est l'autorité organisatrice des mobilités sur l'ensemble du bassin grenoblois qui regroupe un territoire qui se compose de la métropole de Grenoble, du Grésivaudan et du Voironnais. Et environ 700 000, entre 700 et 800 000 personnes et 150 communes à peu près. Donc le SMAG a ceci de particulier, c'est qu'il est à la fois autorité dans le sens où il organise l'ensemble des mobilités, mais on a aussi la chance, ce qui est un cas un petit peu à part en France, d'avoir la capacité à produire nos propres outils. C'est-à-dire que avec moi, il y a une équipe de développeurs qui permet de réaliser, de travailler la data et de produire des outils numériques, que ce soit site web, applications mobiles, etc., et notamment des masses. Donc aujourd'hui, en tout cas là, je vais surtout parler de la partie organisation des mobilités. Donc, on a un rôle tout d'abord de facilitateur et d'agrégateur, une forme de régulation en complément de ce qui est fait et en aval de ce qui est fait par Transport DataGouv. C'est-à-dire que on met en lien les différents exploitants, les différents producteurs de données pour pouvoir proposer, pour pouvoir arriver à collecter les données et proposer des outils qui serviront aux usagers in fine.
peu importe ces outils, l'idée, c'est surtout d'arriver à diffuser la donnée pour une consommation de la donnée. Ce qui veut dire que si on ne travaille pas dès le départ, dès en amont sur la standardisation, finalement, on se rend compte qu'on doit déjà, d'un point de vue de la collectivité, instruire, comprendre, éventuellement payer aussi des interfaces très spécifiques. Donc, dans une idée de réguler un petit peu et de garantir la bonne exécution et l'équité des marchés publics, finalement, on se rend compte que mettre en lien des industriels, des fournisseurs de données, avec à chaque fois la redéfinition d'une interface ou d'un système de connexion ou de communication sur des modèles très spécifiques, sera une complexité pour la collectivité et potentiellement aura un impact sur les usagers. Donc le SMAG, très tôt, s'est inscrit dans le besoin de pouvoir travailler avec le PAN. Donc on était là dès le départ, dès la construction du PAN, déjà sur les données transport en commun, donc GTFS, et ce faisant, on avait commencé aussi sur les données d'autopartage, notamment parce que Cities est un acteur historique du territoire grenoblois, mais on avait très tôt travaillé dessus. Il se trouve que la normalisation, ben, ça prend du temps, c'est pas si simple. Donc, nous, on était là, on va dire, pour garantir et pour proposer des solutions qui s'inscrivent vraiment dans une idée de globalisation et de partage de l'information. Le but, c'est bien d'avoir derrière un territoire attractif au sens de la collectivité pour mobiliser différents fournisseurs de services qui sont à la fois fournisseurs de données et pour pouvoir arriver à stimuler l'interaction. Si on prend le cas des trottinettes, hein, Stéphane l'a évoqué, c'est que initialement le GBFS était fait pour le bike sharing, que ce soit trottinette ou vélo en libre service. Il ne vous a pas échappé que les acteurs sont nombreux, peut-être un peu plus que dans le cadre des véhicules, des voitures. Mais il y a eu une dynamisation qui a été faite. Et si vraiment on n'a pas cette standardisation qui est apportée par l'État, par Transport Data Gouv, et si nous, on ne la soutient pas, on ne s'inscrit pas et on n'appuie pas auprès des fournisseurs de services pour que la standardisation arrive, finalement, on se rend compte que, on est toujours à courir un petit peu après un service et à être extrêmement dépendant de ce que proposeront des industriels ou des acteurs pour pouvoir fournir des outils numériques de consommation de services. Donc, d'autant plus avec l'avènement des masses depuis déjà 3, 4, 5 ans, on a ce besoin d'arriver à avoir des interfaces homogènes, des systèmes homogènes qui soient réplicables pour pas qu'à chaque fois on ait à redévelopper, refaire et mettre en lien des acteurs qui proposent des données très diverses. Donc, on a vraiment un besoin on est vraiment là pour arriver à comprendre, faciliter, agréger et réguler l'ensemble des fournisseurs de services pour ramener en plus la donnée vers Transport Data Gouv et pour que cette donnée soit partagée de manière à la fois locale et à la fois nationale. Donc, il y a aussi ce système vraiment de globalisation de l'offre et d'attractivité sur le territoire. Voilà, grosso modo, aujourd'hui, le rôle qu'ont des collectivités. Petit mot aussi, comme on est aussi réutilisateur des données parce que producteur, on voit qu'il y a une notion de facilité à traiter de la donnée normalisée. C'est pour ça c'est un travail aussi qui est itératif, hein. Il ne s'arrête pas au fait d'avoir défini un standard, mais il faut bien arriver à chaque fois à le faire évoluer en fonction des besoins et en fonction des usages, pardon. Et l'avènement de Netec Siri, ben c'est un autre état à franchir pour la suite. Merci beaucoup, Fred. Je vous propose là de maintenant écouter plutôt le côté producteur finalement de ces données, un opérateur de service. Je vais donner la parole à Nicolas, qui est à la fois représentant de Communauto, acteur de l'autopartage, mais aussi de l'association des acteurs de l'autopartage.
pour justement nous parler d'écho finalement à ce que vient de présenter Fred de l'autre côté, en préfaçant un petit peu ce que Nicolas va dire. Va parler beaucoup aujourd'hui de standardisation de données d'offres, notamment avec les BFS, c'est-à-dire dans un but d'usage dans des calculateurs d'itinéraires. Une particularité de l'autopartage, c'est que la standardisation dépasse aussi cette offre, notamment même liées à des obligations autour de standardisation plutôt liées au véhicule lui-même, par exemple pour déverrouiller le véhicule ou des choses comme ça. Donc il y a aussi des avancées qui dépassent cette partie-là. Mais ça ne se limite évidemment pas qu'à ça. Nicolas, Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Merci la FabMob, à la DGTM, à l'ADEME d'impulser ce genre de dynamique et le rapport en l'occurrence sur la standardisation des données de l'autopartage. Brièvement, je m'appelle Nicolas Frazier, je travaille pour un opérateur d'autopartage canadien qui s'appelle Communauto, qui opère un peu plus de 6000 véhicules au Canada et qui existe depuis 2012 à Paris, en Île-de-France. Et je suis également membre du bureau de l'Association des acteurs de l'autopartage, qui est une association de filière créée en 2019, on va dire, suite à l'échec de la LOM, au sens où dans la LOM, vous ne verrez rien qui touche à l'autopartage, sauf de rares sujets, donc volonté des acteurs de la filière de se réunir pour porter une voix commune. Dans les différentes actions qu'on mène collectivement, déjà on réalise un baromètre national, on essaie de faire ça à peu près tous les ans. On a publié très récemment le baromètre 2025, dont vous trouverez les résultats sur le site de l'association qui est asso-autopartage.fr. Je vous le mettrai tout à l'heure dans le chat. On a également rédigé, bon, cela il y a quelques années, un guide à destination des collectivités avec le bureau d'études Indigo et le soutien financier de l'ADEME. Et puis surtout, j'en profite de faire une petite pub en avance avant la communication officielle. On va diffuser normalement cette semaine l'annonce de la Journée nationale autopartage 3e édition qui se tiendra à Montpellier le 4 décembre. Un événement gratuit sur inscription. L'idée, c'est de réunir pas plus de 200 personnes euh, qui s'intéresse vraiment à l'autopartage pour un certain nombre de tables rondes et d'ateliers sur le sujet. Est-ce que tu peux passer la slide suivante? Voilà, juste faire un petit brief sur qu'est-ce que l'autopartage. La définition dans le Code des transports est quand même assez large. Dans le cadre de l'association des acteurs d'autopartage, on a essayé d'établir des définitions. Donc, c'est des définitions assez consensuelles que vous trouverez ici, mais il y a d'un côté, on va dire, l'autopartage grand public qui peut être porté par des acteurs privés, comme Communauto. Communauto agit en dehors de marchés publics, de DSP, mais des véhicules généralement sur l'espace public en partenariat avec les collectivités et sinon sur l'espace privé, et puis propose des véhicules équipés d'un boîtier disponible pour des locations à l'heure, à la journée, à la semaine. L'idée, c'est de proposer des véhicules en libre service, proches de chez soi, et disponibles à partir d'une heure. Il y a également l'autopartage en free floating, que vous connaissez sans doute par les trottinettes ou les vélos en free floating, qui était finalement une façon évoluée d'Autolib. Alors, le principe d'Autolib, de la trace directe, a disparu avec les différentes formes d'Autolib. Il n'existe plus dans le monde de systèmes équivalents, sauf peut-être à Singapour, et encore, c'est un reste de ce qu'il en est. Il y a également l'autopartage en entreprise qu'a évoqué tout à l'heure Mathieu Chassigné, qui suscite de plus en plus d'intérêt. Au final, les entreprises euh, organisent de l'autopartage à l'échelle de leurs salariés, parfois inter-entreprises, et puis parfois rendent ces véhicules disponibles les soirs et les week-ends, typiquement dans des structures comme Range. Et puis, dans un certain nombre de cas, quand l'entreprise est une collectivité, il arrive que ces véhicules soient aussi disponibles aux habitants. Et tout ça dans une logique de dire, finalement, le parc automobile aujourd'hui, il est surdimensionné relativement aux besoins. On estime que les véhicules sont inutilisés 95% du temps. Et ben, un véhicule qui n'est pas utilisé les soirs et les week-ends par une collectivité pourrait très bien servir à des personnes qui habitent à proximité et qui en auraient besoin. Et puis l'autopartage entre particuliers qui prend deux formes. La forme, on va dire, sphère privée, qui est organisée par des acteurs comme par exemple Coloc Auto, et puis sinon ceux organisés via des plateformes, par exemple GetRound. Donc aujourd'hui, on parlera essentiellement, en tout cas sur la partie modélisation, ou là j'ai pas bon la slide. La partie modélisation parlera surtout de l'autopartage grand public, au sens où l'autopartage en entreprise n'est pas aujourd'hui correctement modélisé, au sens où il y a des problématiques de droit d'accès, et puis c'est aujourd'hui essentiellement de l'autopartage, on va dire, privé. Sur le sujet de la standardisation, il y a différents besoins identifiés au sein de l'association. Alors j'essaie de vous refaire un parcours de l'usager, c'est schématique, mais c'est quand même assez représentatif. Je découvre l'autopartage, je constate, j'observe ce que c'est, j'évalue l'offre, où est-ce qu'est la station la
plus proche de chez moi, combien ça va me coûter, est-ce que les véhicules sont disponibles. Là, le besoin de standardisation, c'est un besoin d'information voyageur dans mon application mobile préférée, sur le site web de ma commune, de mon agglomération. Je vais pouvoir savoir qu'effectivement, il y a de l'autopartage, où est-ce qu'il se trouve, etc. Il y a l'inscription au service qui est un point bloquant très important sur lequel on a travaillé récemment sur impulsion de la DGITM, de se demander si on pourrait pas avoir une sorte de compte mobilité comme ce que la FAMOM avait créé à l'époque avec, enfin à l'époque, il y a peu de temps encore, avec le projet MOV. Il y a un enjeu de je planifie mon trajet. L'autopartage, c'est finalement un véhicule seulement quand j'en ai besoin, mais ça veut dire que bon, alors sur les trajets réguliers, je vais utiliser les transports publics, la marche, le vélo. Et puis pour certains trajets exceptionnels, un peu plus éloignés, où je dois emmener mes enfants, où j'ai un certain nombre de contraintes, ben, c'est pas évident que je puisse y aller en transport public. À ce moment-là, les applications multimodales sont très pratiques. Donc c'est aussi une question d'information voyageur, et on y reviendra. C'est peut-être d'ailleurs un besoin qui est aujourd'hui mal adressé. Il y a la question de bah, comment ensuite j'accède au véhicule, c'est déverrouiller le véhicule, verrouiller le véhicule. Aujourd'hui, il s'avère que les données du véhicule, que ce soit les données du CAN, donc comment est-ce qu'on interagit avec l'électronique du véhicule, ou comment est-ce qu'on interagit avec enfin, l'électronique là, les fonctions de base type verrouillage, déverrouillage, antidémarreur, aujourd'hui ne sont pas standardisées, ou le peu qui est standardisé n'est pas respecté par les constructeurs, quand bien même il y a un article 32 dans la LOM qui leur demande, et qui est un sujet majeur aujourd'hui pour le développement de l'autopartage. Il y a un certain nombre de choses qu'on n'est pas capable de faire, et c'est d'autant plus vrai avec les voitures électriques. Et puis un dernier sujet, alors vous ne verrez pas dans le rapport, parce qu'à l'époque, c'était pas un sujet sur lequel on avait beaucoup travaillé, sur la question de la justification de mon trajet. Alors j'ai pris trois exemples. Reporting l'homme. Euh, Depuis peu, l'usage de voitures électriques dans le cadre de l'autopartage de la location courte durée est pris en compte dans les calculs de reporting l'homme des entreprises, sauf que pour le mettre en place, c'est quand même pas si simple. Et aujourd'hui, on gagnerait collectivement à avoir une sorte de standard. Le forfait mobilité durable, l'autopartage, s'il est électrique, est éligible au forfait mobilité durable. Mais en fait, aujourd'hui, bah, la facturation des différents acteurs, elle ne distingue pas le voiture électrique de la voiture qui n'est pas électrique, etc. Donc en fait, c'est juste inopérant. C'est-à-dire, on l'a mis dans la loi, mais ça ne fonctionne pas. Et puis des subventions. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de collectivités, Ville de Paris, Eurométropole de Strasbourg, qui subventionnent l'usage de l'autopartage dans un certain nombre de cas de figure. Et à chaque fois, ça conduit à des processus assez compliqués pour obtenir la dite subvention, parce qu'en fait, c'est que on le transmet une facture, qu'une attestation, que l'usager renvoie, que quelqu'un traite derrière. Bref, c'est compliqué. Et puis, il y a un dernier sujet qui est quand même majeur, qui est la question de la régulation. Par régulation, j'intègre plusieurs choses. Il y a la régulation à l'échelle des collectivités, où est-ce qu'on est le développement de l'autopartage, des différentes formes d'autopartage à l'échelle de mon territoire, quel est l'impact associé à ces différentes formes d'autopartage. Également des statistiques. Nous, à l'échelle de l'association, du coup, on organise le baromètre. Mais aujourd'hui, c'est un travail laborieux à base de fichiers Excel où il y a forcément des erreurs, forcément des traitements qui évoluent d'une année à l'autre. Et du coup, on a du mal en fait à construire ça, et un standard nous faciliterait beaucoup de choses, etc., etc. Merci Nicolas pour ce partage. Je te redonnerai la parole juste après pour entrer du coup dans les détails sur les usages aujourd'hui. En bout de chaîne, là, donc on vient de dire, on a entendu un producteur, éventuel producteur de données, on a entendu le PAN qui agrège ces données, on a entendu Frédéric qui nous a parlé un petit peu de cet ensemble de chaînes et d'organisation, pardon, au niveau des collectivités. Mais au final, toutes ces données-là, elles terminent chez quelqu'un. Elles finissent par être consommées. Et un des bons exemples de consommation de données autour de l'autopartage, c'est dans les calculateurs d'itinéraire. Et donc aujourd'hui, on a aussi, en tant que représentant finalement de cette dernière étape, Xavier de Transit. Xavier, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de quand on se place en bout de chaîne et en tant que consommateur, bah, comment est-ce que des applications comme Transit consomment cette donnée et comment est-ce que les standards peuvent aider dans cette consommation? Merci Alex, bonjour à tous. Donc Xavier, je représente Transit en France et en Europe. Je vais partager mon écran, prendre la main. J'ai deux, trois slides, en fait, ça va être très rapide. Et donc du coup, juste pour présenter très rapidement Transit et pourquoi c'est important pour nous justement cette standardisation. Commencer par la mission de Transit, c'est assez marrant d'ailleurs. Enfin, la mission de Transit, c'est de faciliter la vie sans voiture, entendre sans voiture individuelle, bien sûr. Je voulais justement euh, souligner que Transit en fait milite pour la donnée ouverte et pour la standardisation depuis sa création. Enfin, c'est dans l'essence même du business de l'entreprise de pouvoir accéder à ces données. L'entreprise fait partie de Mobility Data justement avec d'autres acteurs du marché
pour pouvoir définir ces standards au niveau européen, au niveau mondial. Donc en fait, Transit édite des solutions d'information voyageurs, dont la principale est cette application. Et d'ailleurs, je voulais aussi rendre hommage, parce que l'application est vraiment centrée sur le transport en commun. Et je voulais rendre hommage au travail de Transport Data Gouv, parce que l'entreprise consomme ces données depuis les données de transport en commun depuis la création de la plateforme. Aujourd'hui, il y a 100% des données TC qui sont couvertes par l'App Transit. Mais en fait, on va aussi plus loin. L'idée, c'est vraiment de répondre à tous les besoins de déplacement des usagers. Donc, au-delà du TC, tout ce qui est bien sûr vélo partagé, covoiturage et autopartage. On voit justement que Transport Data Gouv fait un gros travail aussi à ce niveau-là, on est en avance en France, ça faut aussi le mentionner, par rapport à par rapport aux autres pays européens, tant sur la partie TC, mais également sur la partie autopartage, y compris en avance par rapport à ce qui se fait en Amérique du Nord. Aujourd'hui, pourquoi c'est important pour nous de pouvoir justement avoir accès et consommer des données standardisées. Donc voilà, enfin, on a tous les modes de transport qu'on consomme ici. Sur la partie vélo et voiture partagée, aujourd'hui on consomme à peu près 300 flux de données de différents producteurs. On est vraiment principalement sur la partie VLS, c'est-à-dire qu'on a 95, même plus 95% de ces flux qui sont des flux aujourd'hui de micromobilité. On va dire que le partage est encore minoritaire, même si ça se développe rapidement. On pourra voir d'ailleurs dans la partie usage tout à l'heure les flux qu'on consomme, notamment au Canada et en France. Pourquoi c'est important pour nous? Parce que, il y a, comme le rappelait Frédéric, c'est vraiment une question de coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en mesure d'intégrer tous ces flux de données-là, parce que ce sont des flux standardisés. Aujourd'hui, c'est simple, c'est rapide de pouvoir intégrer ces flux-là. On a on a une personne chez nous enfin, on a un mi-temps pour s'occuper de l'intégration de ces flux-là. C'est un travail de quelques jours. Alors quand il faut s'intégrer sur des modèles plus spécifiques, on est sur des projets qui sont beaucoup plus longs, qui sont beaucoup plus risqués. Donc vraiment cette intégration, cette standardisation sur le flux GBFS, aujourd'hui apporte cette simplicité et justement la possibilité de fournir et de faire découvrir ces services-là. On pourra voir dans la partie usage, encore une fois, donc on est principalement dans la découverte des services d'autopartage et de vélo-partage par l'intermédiaire de ces applications-là. Donc je parle pour nous, Transit, en tant qu'application B2C, aujourd'hui, qui a à peu près 2 millions de personnes qui utilisent l'app en France, mais c'est vrai comme pour tous les projets, également pour les projets marque blanche des collectivités, comme l'a rappelé Frédéric, encore une fois, euh, on s'affranchit d'intégrations spécifiques par API qui peuvent être très coûteuses et très risquées. Et encore une fois, souligner là le travail de Transport Data Gouv qui met en place tout un mécanisme pour s'assurer que les intégrations sont stables dans le temps. Typiquement, que l'URL est stable, que l'URL de consommation est stable, et ainsi de suite, ce qui fait que l'intégration est stable dans le temps. Voilà, c'est à peu près tout pour moi sur cette partie-là. Merci beaucoup, Xavier. Euh, le message est donc clair sur ses besoins de simplification, ses besoins de facilité d'intégration et donne envie du coup de parler des usages qui ont été cités plus d'une fois. Je vois aussi quelques questions dans le chat qui seront probablement adressées et répondues dans cette seconde partie. Au niveau de la standardisation, on a un petit peu parlé de GBFS, il y en a d'autres, en réalité des standards. Donc, ce sera aussi l'occasion d'en parler autour de cette table ronde. Je vous les cite en pagaille ici. On a GBFS, on a MDS, TOMP, NetEx, XI, donc certains qui viennent plutôt de dynamique finalement internationale, comme JBFS l'a été, mais très poussé sur l'autopartage par les acteurs français. Et d'autres sur des dimensions un peu plus européennes, comme c'est le cas de NetEx, ou de certains pays européens. Je pense au standard allemand qui vient des acteurs de partage de ce côté-là. Je propose de redonner du coup la parole un petit peu à Stéphane, pardon. Stéphane, est-ce que tu peux donc du coup nous présenter un petit peu aujourd'hui sur le PAN, où est-ce qu'on en est sur les jeux déjà partagés, déjà standardisés? Alors, qu'est-ce qu'on a sur le PAN? Du coup, sur le PAN, je vais couper la caméra pour que ce soit plus qualitatif. Sur le PAN, on a actuellement 17 jeux de données. Donc, c'est pas beaucoup, mais à la fois, c'est un bon démarrage. Sur le VLS, il y a un an, on était à peu près sur le vélo en libre service.
On était à peu près à ce stade-là de publication, en sachant qu'il y a une chance sur l'autopartage, c'est ça regroupe qu'une dizaine de prestataires. Donc, en gros, le travail qu'on fait pour qu'il y ait cette publication, c'est à la fois d'être un tiers de confiance à la fois pour les prestataires, en leur disant bah, quelles sont vos possibilités techniques pour fabriquer, exporter un GBFS, et à la fois avec les collectivités, ceux qui ont mis en place avec ces opérateurs-là, donc l'autopartage, les types d'autopartage. Donc, on a 15 cities. Cities regroupe pas mal de services, les services en boucle en France. Donc, c'est sûr, une fois qu'ils ont publié l'ensemble de leur situation géographique, des services où ils sont présents, ça a créé un appel d'air. C'est ce qu'on comptait faire, hein, justement. Souvent, on s'appuie dans notre stratégie sur un ou deux opérateurs qui vont permettre de convaincre, de montrer l'utilité et d'avancer sur la publication. Donc globalement, on a du GBFS dans les bonnes versions. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que la version soit en 3.0. Cette version en 3.0, elle regroupe des données complémentaires. Donc là, j'ai vu la question de Sarah. Donc le GBFS de l'avis, de mon propre avis, couvre l'essentiel sur l'information voyageur pour une exploitation, quoi. Par contre, elle ne couvre pas tout en termes de besoins. Je pense que Nicolas va en parler. En termes de besoins plus global ou d'interaction avec d'autres systèmes de mobilité, ou alors plus particulièrement de données d'usage, c'est-à-dire sur le GBFS, on reste RGPD safe, on n'a pas beaucoup de données d'usage, donc on est vraiment sur une information statique et en temps réel sur de l'exploitation de l'information voyageur. Voilà, donc 17 jeux de données, c'est pas beaucoup. Et en termes de réutilisateurs, eh ben, nous n'avons pas de réutilisateurs aujourd'hui déclarés, en sachant que, comme c'est de l'open data, on ne sait pas tout à fait qui réutilise nos données. Mais en tout cas, sur DataGouv, on peut s'identifier comme réutilisateur de données. Donc, contrairement au VLS Vélo, euh, là, j'ai pris l'exemple de Mobilil qui réexploite donc les données VLS. Nous avons pas de réutilisateur actuellement, en sachant que c'est l'idée de travailler avec les différents réutilisateurs pour pouvoir voir quelles sont leurs problématiques et comment ils veulent exploiter ces données et d'être toujours cette idée du PAN, d'être une interface et de voir avec les producteurs, par exemple, si une donnée GBFS est optionnelle, qui n'est pas remplie par le producteur, comment cette donnée-là, elle peut être remplie, renseignée pour que le réutilisateur puisse exploiter pleinement dans son planificateur d'itinéraire euh, ces données. Donc là, je vous ai mis un exemple voilà, de la page sur le PAN où vous pouvez voir l'ensemble des jeux de données. La slide suivante. Du coup, oui, pour revenir, pour terminer, donc, vous voyez, il y a un exemple Netex. Donc, Netex, c'est de l'XML. Donc, la complexité de Netex, c'est aussi dans sa génération, dans sa fabrication. Par contre, il permet plus de choses. Donc, là, c'est pour aussi donner un complément d'info pour Sarah. C'est une bibliothèque et on peut aller rajouter des zones, des champs, tant que tout le monde, il faut que tout le monde soit d'accord. Et du coup, Netex a une certaine complexité qui aujourd'hui GBFS a moins, puisque même, vous voyez, quand on va à l'intérieur d'un GBFS, on peut reconnaître assez facilement. Là, c'est l'exploitation du fichier information sur les stations. Donc, on a la géolocalisation, on a aussi la disponibilité. Voilà, c'est un des fichiers qui constitue le GBFS. C'est le fichier qui est dédié aux informations de station, en sachant qu'il y a plein d'autres petits fichiers qui caractérisent les différentes données. Voilà. Merci Stéphane. On continue notre tour de table. Tu l'as un petit peu
mentionné juste avant Stéphane avec les différences, les choix finalement d'avoir utilisé GBFS plutôt qu'un autre standard. Nicolas, je te redonne la parole puisque si je ne me trompe pas, tu as participé à ces travaux initiaux, notamment d'amélioration finalement de GPFS dans ces nouvelles versions pour supporter l'autopartage. Est-ce que tu peux nous partager, Nicolas, un petit peu pourquoi ce choix s'est fait sur GBFS et ses avantages finalement par rapport aux autres standards? Effectivement, avec l'équipe du PAN que je remercie, en l'occurrence Myriad Ali, je crois, qui a quitté l'équipe, on a travaillé en 2020 ou 21 et puis ou 2019, 2020, 2021, je ne sais plus, mais en tout cas, on a eu, je peux dire, cette chance ou cette malédiction de devoir choisir le standard. On s'était donné au niveau de l'association, je vous ai mis un screenshot d'une slide de l'époque avec l'ancienne charte graphique, ça ne nous rajeunit pas, avec les enjeux stratégiques qu'on avait identifiés à l'échelle de l'association. Évidemment, respecter la réglementation, c'est peut-être la mauvaise raison, mais c'est quand même une raison. Un enjeu qui est de modéliser les différents types d'autopartage, on l'a évoqué tout à l'heure, la boucle, le free floating. Il y a certaines spécificités ou certaines évolutions dans ces modèles-là, on pourrait y revenir. Mais il y a aussi et surtout exposer les spécificités des différents, enfin, de l'autopartage par rapport aux autres modes. Alors, je dis ça, déjà, on avait déjà identifié le GBFS, mais dans le transport public, un tram est un tram, un bus est un bus, on ne distingue pas les uns et les autres, alors que dans l'autopartage, les véhicules, d'une certaine manière, ne sont pas égaux. Il y en a qui ont 4 places, il y en a qui ont 5 places, il y en a qui sont électriques, il y en a qui ont un siège bébé, il y en a qui ont une boîte automatique et d'autres une boîte manuelle, et tout ça sont des critères importants pour les usagers. Mais aussi une singularisation, une différenciation des différents services entre eux. Il y a souvent, enfin, pour les opérateurs, il est assez clair qu'un communauto et un clem ont deux positionnements différents au même titre que, je vais être un peu caricatural, mais quand vous allez acheter une lessive, bah, vous regardez quelle lessive vous achetez et en fait vous allez peut-être acheter une lessive peau douce adaptée pour les bébés parce que vous avez un bébé ou peut-être que vous allez acheter une lessive écolo parce que c'est ça qui vous concerne le plus, mais en tout cas vous n'allez pas toujours acheter, vous n'allez pas acheter des lessives de façon indifférente et dans l'autopartage c'est la même chose, les différents types d'autopartage. Combien même on est sur l'autopartage en boucle, ont des positionnements différents, adressent des segments d'usagers différents ou une tarification, des choix de véhicules, etc., etc., qui fait que certains usagers s'y retrouvent et d'autres s'y retrouvent pas. Et il est important pour nous que le standard, combien même ce soit un standard, il permette au service de mettre en avant ce qui les singularise les uns vis-à-vis des autres. Évidemment, s'accorder sur un unique standard avec l'objectif de limiter les coûts de développement pour tout le monde. Et enfin, un dernier sujet, protéger le secret des affaires des opérateurs. On est, pour l'essentiel d'entre nous, on agit dans un marché concurrentiel, alors combien même il y a peu de concurrents, il y a quand même l'idée que on n'a pas envie de montrer à nos éventuels concurrents là où notre activité fonctionne le mieux. Et c'est un sujet qui est quand même voilà, qui peut susciter de l'inquiétude. Donc ça, c'était, on va dire, les critères qui nous ont amené in fine à choisir GBFS. Dans les différents standards qui nous étaient proposés à l'époque, le seul standard pour l'autopartage existant, c'était XI, qui est un standard développé par nos confrères allemands, qui répondait particulièrement bien à cette problématique de protéger le secret des affaires, mais qui avait plusieurs inconvénients. L'un d'entre eux étant que la communauté qui s'en occupait n'avait pas vraiment envie de faire évoluer son standard, d'une part, et d'autre part, c'était pas un standard qui était vraiment reconnu au-delà des frontières allemandes. Netex, on l'a évidemment considéré, sauf que la solution a été vite résolue. Netex Siri, c'est qu'ils n'étaient pas prêts. Et Georges, je peux le répéter tout à l'heure, ils ne sont toujours pas prêts, si je puis dire. Il n'y a toujours pas de schéma adapté à l'autopartage. Et donc, en 2019-2020, on a eu des échanges, mais ça ne pouvait pas. Enfin, je veux dire, il fallait qu'on trouve une alternative, au moins temporaire. Tom API, développé par les Néerlandais, était encore à l'époque expérimental à l'époque. Donc, c'était compliqué de commencer à travailler là-dessus. Le format MDS, en fait, s'appuie sur le format GBFS pour ce qui est de l'information voyageur. Donc, il a vite été évacué. Donc, finalement, GBFS a été un choix assez naturel. Euh, à à l'époque, avec quand même un enjeu important, c'est qu'à part nos confrères allemands, à peu près, à notre connaissance, on n'a trouvé aucun confrère dans le monde de l'autopartage ayant travaillé sur un standard. Donc le travail, c'était pas tant de choisir un standard pour la France, mais un standard pour à peu près tous nos confrères à l'étranger, ce qui nous a amené à avoir des discussions relativement intéressantes avec des confrères à l'étranger, mais le choix du GBFS n'a pas été challengé.
ou en tout cas a été assez consensuel. Ce que le GBFS comprend, ça va répondre notamment aux questions qu'il y a sur le chat. Déjà, premier avantage, c'est que c'est un schéma qui est adapté pour la boucle et le free floating, au même titre qu'il est adapté pour le vélo en libre-service en station, le vélo en libre-service en station virtuelle ou le vélo en libre-service en free floating. Avec moyennant quelques petites adaptations, ça colle pour modéliser l'autopartage en boucle, en free floating, en station zone. Vous trouverez la liste des stations, vous trouverez la liste des véhicules disponibles maintenant. C'est d'ailleurs peut-être une problématique, mais on y reviendra. La description des véhicules dans une certaine mesure, on peut dire, et ça c'était une des évolutions du GBFS à cette occasion-là, de dire bah, ce véhicule-là, c'est un véhicule avec une boîte manuelle, ce véhicule-là, il y a combien de places? On peut même indiquer la vignette critère des véhicules. C'était à une époque où les ZFE étaient encore bien vus. Il y a également un deep link, donc un lien profond en bon français pour faciliter la réservation sur l'app de l'opérateur. Depuis très récemment, il y a également la disponibilité future des véhicules, et ça c'est une excellente nouvelle. Tout à l'heure, on a évoqué les besoins de l'autopartage. Il y a un besoin qui est, enfin de la filière, qui a un besoin qui est de pouvoir aider les usagers à planifier leur trajet. Or, quand on indique la liste des véhicules disponibles maintenant, ça correspond bien au cas d'usage du free floating, mais dans l'autopartage en boucle, c'est des véhicules qu'on réserve, et on réserve rarement le véhicule pour maintenant, on réserve le véhicule pour plus tard. Et donc, du coup, il est important de pouvoir afficher et communiquer au calculateur d'itinéraire, par exemple, quand est-ce que les véhicules seront disponibles pour effectuer pour aller faire un aller-retour, je sais pas, pour un rendez-vous professionnel. Et donc, j'encourage fortement les réutilisateurs à s'y intéresser. C'est une brique qui me semble très importante. Et puis aussi, ce que GBFS comprend, et c'est utile quand même de le souligner, c'est une communauté active. Moi, je voudrais quand même saluer le travail de Mobility Data et de toute la communauté, et le PAN en fait partie. Sans cela, sinon, l'autopartage, on n'aurait pas pu être aussi bien modélisé dans le GBFS, sachant que voilà, on a dû quand même faire évoluer un certain nombre de choses. Et en soi, c'est assez, je trouve, formidable pour avoir découvert le monde de l'open data par cet intermédiaire. Par contre, ce que le GBFS ne comprend pas, alors pour moi, il y a un principal problème au regard premier problème qui est la question des tarifs. Aujourd'hui, la structuration des tarifs dans le GBFS, elle est très rigide, c'est-à-dire une heure, c'est tel prix, une minute, un kilomètre. Alors que dans l'autopartage, qui que vous regardez comme opérateur ont des tarifications un peu plus complexes. C'est un peu comme vous dire que il faudrait modéliser les tarifications de la SNCF en ayant juste une grille tarifaire avec 4 lignes. Ça serait compliqué pour la SNCF. Après, on peut challenger le choix du yield management. Il n'y a pas forcément de yield management dans l'autopartage, mais simplement les tarifs à l'heure, à la journée varient selon votre abonnement, varient selon la journée. Ils peuvent être fixes, généralement ils sont fixes, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Or, dans les choix des usagers, on estime que le tarif est un choix déterminant. Et donc du coup aujourd'hui c'est une problématique. On peut le résoudre, mais il faut juste passer par un autre endpoint que le GBFS. Il n'y a pas tout ce qu'il faut pour proposer, on va dire, une expérience de bout en bout, que ce soit réserver le véhicule, modifier, annuler une réservation, connaître le coût d'un trajet, etc. Vous aurez peut-être remarqué que dans la liste des besoins que j'ai évoqués, on n'a pas évoqué ce besoin-là. Euh, il y a de certains nombres d'interrogations. Vous retrouverez des éléments chiffrés dans le rapport qui interrogent sur l'intérêt de travailler particulièrement sur la question de comment intégrer une expérience de bout en bout dans des applications tiers. C'est déjà très compliqué de fournir une expérience de qualité dans des applications des opérateurs. Ils y mettent beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Le fait de le dédoubler amène à un niveau de complexité et généralement à une satisfaction usagée qui est très limitée. Voilà. Et en tout cas, GBFS ne répond pas à ce besoin-là, et ce n'est pas du tout un problème pour la filière. Euh, le GPFS ne comprend pas également ce qu'on pourrait attendre si on veut faire de la régulation. Donc, par exemple, la liste des véhicules sur un territoire, on l'a pas. On a la liste des véhicules disponibles maintenant ou disponibles dans le futur, mais on n'est pas capable de dire, ah ok, on sait qu'il y a 300 véhicules à cet endroit-là. Il s'avère qu'ils seront pas tous disponibles maintenant, parce qu'il y en a qui sont au garage et d'autres qui sont utilisés. Également, il n'y a pas les statistiques sur les trajets. C'est plus des choses qu'on attendrait avec le MDS. Et je crois que j'ai encore une slide. Je sais plus. Alex. Ouais, je te l'ai décalé la dernière, je te la laisse pour Ah, tu le l'as dernier décalé. tour de, Ok, ça marche. le dernier tour de table, si ça te va, Merci. enfin, sur les conclusions, parce que Ouais, je trouvais que c'était une super slide de conclusion, donc je me suis dit que je l'ai mise là-bas. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous propose là de continuer un petit peu donc ce second tour de table. Plutôt, comme on l'a entendu en introduction, on a finalement là deux réutilisateurs des données, à la fois côté autorité organisatrice avec le SMAG et côté transit. Et on s'est dit que ce serait sympa de voir concrètement dans les outils comment est-ce que à quoi ça ressemble finalement de prendre en main et de consommer ce type d'informations. Fred, je te propose de commencer du coup et de nous donner un petit peu une vue de comment se passe du coup cette prise en main
du standard. Un petit rappel aussi pour le contexte. Hein, tout à l'heure, Stéphane nous partageait le fait qu'il n'y avait pas encore de réutilisateurs déclarés sur le PAN, mais il faut mettre les choses un petit peu en perspective. Hein. Il y a à peine 6 mois, il n'y avait que 3 jeux partagés sur le PAN. Maintenant, il y en a 17. Les choses vont très très vite. Donc, ça paraît assez logique que les réutilisateurs, ceux qui commencent à travailler dessus, ne sont pas déclarés puisque la donnée est toute fraîche, entre guillemets. Fred? Je prends la parole. Ok. Est-ce que je peux partager mon écran là? Ouais, Est-ce que vous voyez mon écran? c'est bon. C'est bon. Petit contexte historique. Avec Grenoble, on travaille depuis de nombreuses années avec Cities. Et quand on a commencé à travailler sur les systèmes de mise en cohérence de données, de récupération et de mise en cohérence de données, c'était donc de l'API custom, on va dire ça comme ça, fourni par les services Cities au niveau national et avec un focus sur le territoire grenoblois. Donc ça, c'était 2014-2015 à peu près, on a commencé à travailler dessus pour intégrer les données issues de Cities. Euh, Ce faisant, on est resté très longtemps sur cette API custom. On a basculé sur du GBFS. Il y a eu fourniture d'un GBFS en version 3.0 seulement en fin d'année dernière, novembre-décembre, qui a amené une intégration dans nos outils, en particulier dans notre masse, au mois de février-mars à peu près. C'est le moment où on a développé tout ça. Euh, donc juste là pour vous montrer le rendu. Bon, déjà le GBFS, on a vu tout à l'heure rapidement, c'est un ensemble de fichiers et d'URL pardon à la base. Et ces URL, par exemple, station information qu'on voit ici, donne, comme l'a montré tout à l'heure Stéphane, la localisation d'une station, la capacité et la possibilité derrière d'avoir des véhicules ici et de savoir s'ils sont réservables, jusqu'à quand, etc. Donc, il y a un ensemble d'informations qu'on retrouve ici dans l'outil MAS, Mobility as a Service ou Mobilité par association de services de manière francisée et propagée par la Fabrique des mobilités. Et donc, sur le territoire là, on voit ici un ensemble de positionnement des véhicules et j'en prends un au hasard. C'est du live, donc ça ne m'étonnerait pas du tout que ça crache comme à chaque démonstration en live. Donc là, on voit qu'on a un véhicule, notamment qui est marqué ici. Alors, je ferai un petit pas tout à l'heure pour marquer véhicule indisponible. Donc, ça veut dire qu'il est soit en réparation, soit déjà réservé. Sur certains d'autres, on verra le niveau d'essence. Là, on a une information indisponible. C'est aussi un cas particulier du GBFS et j'y reviens juste après. Donc, on peut avoir le type de véhicule, savoir s'il est hybride ou pas, les niveaux, etc. Et derrière, la possibilité de réserver, mais comme l'a dit à l'instant Nicolas, dans les specs du GBFS, on n'intègre pas directement la réservation. Donc, dans le chat tout à l'heure, on en a parlé un petit peu. La réservation se fait en basculant directement sur l'application de l'opérateur. C'est en fait une forme de régression par rapport à ce qui était proposé avant par Cities. Dans l'API qui pouvait nous fournir initialement, il y avait la possibilité de pouvoir réserver et il y avait une API complémentaire pour pouvoir dérouler un parcours de bout en bout dans nos outils. Là, finalement, ce qu'on voit, c'est que le GBFS, il se cantonne, et ce n'est pas un reproche quand je dis ça, un peu strictement à l'information, à l'information voyageur ou à la disponibilité des véhicules. Finalement, c'est vraiment le pendant du GTFS côté TC, où on peut arriver dans un ensemble cohérent à proposer une information sur des véhicules ou sur une offre de mobilité. Donc au final, on voit qu'il y a une équivalence dans le traitement. Euh, le propos que je voulais avancer ici, c'est que en fait, en tant que fournisseur d'applications globales, Transit nous en parlera tout à l'heure après, on est très dépendant de la qualité
des données et du format de ce que fournit l'opérateur de l'autre côté. Euh, alors, on sait que c'est des systèmes complexes à mettre en œuvre dans un système d'information. Ce n'est pas toujours simple d'exposer des API, mais ce qu'on voit, c'est que quand il n'y a pas de réponse rapide, quand il y a des temps de réponse qui sont un peu longs, et on l'a expérimenté, quand l'information n'est pas forcément complète ou exhaustive, ben, ça dégrade l'information usagée. Euh, Typiquement, là, on voit la différence entre véhicule indisponible et information indisponible. Donc là, c'est bien que le véhicule est en cours de réservation, mais là, finalement, c'est que le GBFS ne ramène pas la bonne information pour pouvoir dire quel est l'état du véhicule à un instant T. De la même manière, j'aurais bien aimé trouver, il y a quelques petits soucis, j'étais tombé dessus sur des erreurs sur les niveaux d'essence. On a vu quelquefois des niveaux d'essence en négatif ou supérieurs à du 100%. Donc, c'est tout ce travail-là qui doit être fait directement par l'opérateur de mobilité pour pouvoir proposer un GBFS qui soit d'une qualitatif et deux qui correspondent aux usages qui sont faits derrière. Le propos derrière tout ça, c'est de dire que on ne peut pour des producteurs de masse, pour des outils de service, on ne peut il faut que ce soit le producteur qui soit aussi réutilisateur de ses propres données. Souvent, le producteur a une application et fournit des données qu'il peut mettre à dispo, notamment sur le PAN ou à d'autres utilisateurs, en particulier des collectivités. Si le producteur n'est pas son propre réutilisateur de données, ben, finalement, il peut y avoir une divergence qui contraint à avoir un usage et une expérience usagée qui est dégradée. Donc, on l'a vu beaucoup pour les transports en commun et sur le GTFS, et d'autant plus là maintenant avec la dualité GTFS-NETEX. Souvent, l'exploitant produit une donnée pour le besoin d'un outil numérique, mais ce n'est pas la même donnée qu'il utilise lui pour son propre usage. Typiquement, il passe par des systèmes SAE pour ceux qui connaissent un peu les transports en commun. Ce qui fait que ça peut induire cette divergence-là et au final, c'est un ensemble de contraintes. Donc, il faut être très attentif à la qualité en amont pour pouvoir proposer une expérience utilisateur qui soit la plus optimale possible. Et sur ce, je vais laisser la parole à Xavier qui pourra peut-être nous en dire un peu plus sur comment c'est fait dans Transit. Merci Fred, la transition est toute faite. Xavier, je te laisse tout de suite la parole. Alors, je vais partager mon écran également. Euh, alors, nous, en fait, on consomme des données Cities. Je vais présenter ça rapidement, mais pas directement sur le pad. C'est-à-dire qu'on a commencé en fait l'intégration à la demande d'un client il y a quelques mois. Et en fait, on aurait pu enfin, consommer directement sur le PAN, mais finalement, ça s'est fait auprès du producteur directement. Je vais vous présenter différents cas de figure. Donc, effectivement, nous, alors, Transit consomme pour tout ce qui est mobilité partagée des flux GBFS, que ce soit pour la micromobilité, donc les vélos partagés ou les trottinettes, mais également pour l'autopartage. On va se balader un petit peu en France et à Montréal. Donc en fait, quand j'ouvre une application, je ne sais pas si vous connaissez l'app Transit, mais elle s'ouvre là où vous êtes géolocalisé. Quand je parlais de l'approche TC principalement, c'est qu'en fait, on a les lignes qui s'affichent à proximité de la position. Toute la partie autopartage et VLS va se faire plutôt sur l'écran, sur la carte. Quand je zoome, donc là, je suis géolocalisé à Bordeaux. On n'a pas d'autopartage, mais juste pour vous montrer justement la partie micromobilité ici. Sur les flux GBFS, on intègre tant des modèles avec des stations, comme le VLS sur Bordeaux, où on a justement l'information sur le nombre de points d'ancrage disponibles et le nombre de vélos disponibles. Ça, c'est le vélo, c'est le service TBM. Et derrière, on fait un renvoi vers le site qui explique justement, qui détaille la partie, le service de TBM. On a aussi intégré Pony sur Bordeaux. Toujours cette même logique où on va intégrer l'information voyageur. Donc là, on a le niveau de batterie. Je montre ça parce que c'est pas forcément des infos qu'on a récupérées sur les services d'autopartage qu'on a intégrés. Mais là, typiquement, du flux GBFS, on a récupéré le niveau de batterie du vélo ainsi que sa géoloc. Et derrière, donc, on a aussi des indications tarifaires qui sortent de ce flux-là. Et pour déverrouiller,
de la même manière, on va basculer vers l'application du fournisseur. Donc c'est vraiment cette logique et c'est comme ça que nous, Transit, utilise ce flux GBFS, tant pour la micromobilité que pour l'autopartage, sur une logique de découverte du service et d'information. Je pourrais vous partager quelques chiffres clés par ailleurs par la suite. Donc, alors, juste petite parenthèse, l'app Transit, c'est une app B2C, mais on a aussi des partenariats B2B, quoi, avec les collectivités, où l'app devient l'app officielle du réseau. Et c'est là où on peut faire des intégrations un peu plus poussées. Et c'est à ce titre, du coup, à Blois, notamment, où l'app devient l'app officielle à partir de la rentrée, où l'opérateur et la collectivité nous ont demandé d'intégrer Cities. Donc, à Blois, il y a deux stations. Elles apparaissent sur la carte à la manière des trottinettes Bird qu'on a également intégrées. Quand je clique sur la station, on a du coup le nombre de véhicules disponibles. Euh, alors voilà, nous on a limité les informations qu'on affiche ici. Euh, j'ai pas exactement le détail de pourquoi est-ce qu'on n'affiche pas de l'information. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est standard également au niveau de l'application. Donc, on affiche uniquement la disponibilité. Et quand on souhaite euh, être basculé vers le service, on clique sur Sequacities et là, du coup, on a davantage d'informations et bon, on peut continuer son parcours. Euh, et donc, à la manière, on a également intégré Bird sur Blois. Si je me déplace à Montréal, alors Montréal, c'est vraiment le territoire historique de transit. Il y a une très grosse user base et il y a des intégrations qui sont historiques et qui ont été poussées, notamment avec Communauto et Bixi, qui sont les deux services historiques. euh, Communauto pour l'autopartage, comme Nicolas a mentionné, et Bixi pour la partie VLS. Historiquement, justement, on avait des intégrations qui n'étaient pas forcément standards, qui étaient plus sur API, parce que ça fait très longtemps qu'on les a faites. Et on verra qu'on peut aller un peu plus loin. Donc là, sur Communauto, d'ailleurs, sur Montréal, maintenant, il y a un autre acteur, il y a un nouvel acteur qui s'est lancé, qui s'appelle Léo, qui a été lancé récemment. Mais donc, on a tant Léo, les petites voitures bleues ici, que Communauto ici. Quand je clique pareil sur Communauto, donc là on a la disponibilité du véhicule jusqu'à un certain horaire. Et en fait, donc là on a poussé l'intégration avec Communauto, donc qui va au-delà du GBFS, une intégration API, où on peut réserver directement dans le parcours, enfin au sein de Transit, la voiture. Je pourrais montrer après des chiffres clés pourquoi ces intégrations qu'on fait moins parce qu'on voit finalement qu'il y a très peu de transformations de réservation au sein de Transit. On verra par la suite qu'il y a beaucoup de découvertes, beaucoup de clics sur les différentes pins des différents acteurs, mais derrière très peu de transformations. Sur Léo, donc Léo Autopartage, qu'on consomme également sur Montréal, là on récupère également le modèle de la voiture dans le flux. Euh, j'ai juste basculé, donc pareil, Bixi aussi, hein, c'est le service d'autopartage. Historiquement, on avait le service de vélo-partage, pardon, on avait une intégration complète du service, donc de bout en bout pour faire la réservation du vélo. C'est quelque chose qu'on a déverrouillé, qu'on a arrêté. Maintenant, on rebascule vers le média Bixi parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas utilisé, même sur un territoire où finalement Transit est très présent. Juste partager une slide avec des chiffres clés justement pour appuyer ce propos. Donc en fait, nous, on voit vraiment l'autopartage comme enfin, l'intégration de l'autopartage au sein de Transit comme un moyen de faire découvrir le réseau d'autopartage à la user base Transit. Donc là, on a des chiffres clés justement sur Montréal avec les deux acteurs dont on parle, à peu près 600 000 personnes uniques qui utilisent l'app en 2023. Un peu plus de 10% ont cliqué une fois sur une pin Communauto. Et derrière, on a eu que 400 personnes qui ont finalisé leur réservation pour 3500 réservations. Et on voit du coup que et donc, enfin, on a les mêmes types de stats hein, sur côté Bixi. On voit qu'à la fin, la réservation de trajet est très faible. Donc là, c'est 0,5% sur Bixi et 0,1% sur la partie Communauto. Quand bien même, derrière, on a quand même un gros usage et au niveau de la découverte du service au sein de l'app. Donc c'est pour ça que nous, on va vraiment travailler sur cette partie découverte et c'est pour nous à ça que sert principalement GBFS. Merci Xavier. On s'était gardé un petit peu de temps pour des questions, mais je vois qu'on a été très efficace dans le chat et les réponses ont été données au fil de l'eau. Il y en a quand même une qui a été posée par Stéphane pour Xavier, justement. Est-ce que c'est plus facile pour Transit d'intégrer des intégrations opérateur par opérateur? Versus quoi, pardon, de coopérateur par opérateur versus
Vous arrangez selon les territoires. Un territoire vous demande l'intégration de tel type, tel opérateur. Du coup, vous rentrez en égo avec cet opérateur pour qu'il vous envoie ces données. Donc, est-ce que ça, c'est une habitude parce que finalement, les données n'étaient pas centralisées encore sur le PAN, ne sont pas encore? Ou alors, est-ce que il y a pas, vous voyez un intérêt à fonctionner opérateur par opérateur? Et l'intérêt que je verrais, il est soit commercial, pourquoi pas, c'est-à-dire que vous proposez en option quelque chose, je ne sais pas, ou soit parce que ça pourrait être aussi sur la confidentialité des données, je ne sais pas. Bah, enfin, c'est vrai que sur l'autopartage, c'est assez récent la publication des données sur le PAN. Là, effectivement, quand on a en fait un partenariat, alors quand on n'a pas de partenariat, on passe par le PAN généralement. Et quand on a un partenariat avec une collectivité, on peut aller directement à la source. Euh, voilà. Mais il y a pas de règle, mais c'est quand même un peu ce qu'on fait généralement. Mais enfin, maintenant que les informations sont disponibles sur le PAN, on va les consommer sur le PAN. En fait, on va ajouter au fil de l'eau les différents services depuis Transport Datagouv. À partir des... D'accord. Du coup, c'est un intérêt pour vous que le PAN centralise le plus de données possible et qu'on court après la qualité, Bien sûr. que ce soit au niveau des données qui soient renseignées ou du refresh des data, quoi. Oui, bien sûr. Ok, Ouais. merci. Merci à vous deux. Dans les 5 minutes qui nous restent, je vous propose un petit mot de la fin. Je vais vous épargner la conclusion de mon côté, mais pour info rappel, vous retrouverez donc dans ce rapport que nous vous partagerons avec le replay du webinaire et les différentes questions et le récap de ce webinaire, pas mal de réponses et pas mal de détails sur nos grands apprentissages. Est-ce que pour un petit mot de la fin, je peux te redonner la parole, Nicolas, par exemple? Ben, volontiers. L'objectif de ce webinaire, c'était aussi de vous donner envie, à vous, collectivités et utilisateurs, d'intégrer l'autopartage. Maintenant qu'on a un format et accessoirement des données déposées sur le PAN, jusqu'alors c'était plutôt la faute des opérateurs. Maintenant, on essaye de travailler. Donc l'autopartage en boucle, en free floating, le partage de grand public, c'est un peu plus d'1 million d'usagers en France en janvier 2025. Donc ça devient relativement significatif dans quasiment 1000 communes. On n'a pas le chiffre exact, enfin on a le chiffre d'il y a 2 ans, mais a priori on a atteint les 1000 communes. Évidemment des métropoles, mais également des villes moyennes et un certain nombre de territoires ruraux. Et on espère un soutien un peu plus structuré de la part du gouvernement dans les prochains mois. Euh, Également à dire qu'il y a plus de 50% du marché qui est conforme et on peut s'attendre à ce qu'il y ait un certain nombre d'opérateurs qui également mettent à disposition un flux GBFS conforme dans les prochains mois d'ici la fin de l'année. Donc c'est une bonne chose de passer par le PAN et quand vous allez commencer, ça va aussi motiver les opérateurs récalcitrants. En tout cas, tout le monde est bien au fait de ces obligations. Et puis alors pourquoi finalement le faire? Ça a été évoqué par Mathieu Chassignet tout à l'heure. L'autopartage, c'est un levier d'acquisition et de fidélisation des usagers des transports publics et du vélo. Alors, quand je dis levier d'acquisition, c'est le levier d'acquisition des usagers de la voiture individuelle. Pour passer à l'autopartage, un chiffre mis en perspective, enfin évalué par les enquêtes ADEME, c'est 70% des usagers de l'autopartage se sont séparés de au moins un véhicule in fine, utilisent davantage les vélos, le transport public, mais également le train longue distance. Je vous ai mis cette petite affiche que j'aime beaucoup de Tisséo à Toulouse, si je dis pas de bêtises, euh, qui, euh, qui illustre la complémentarité entre le vélo, le transport public et l'autopartage. Merci pour ce webinaire et pour votre participation. Eh bien, merci à tous. Si quelqu'un d'autre veut nous partager quelque chose, il nous reste 1 minute. Peut-être Fred, si jamais tu veux ou pas. Mais sinon, on va terminer dans les temps. Je suis en tout cas ravi d'avoir pu participer à la fois à la rédaction de cette note et à l'animation de ce webinaire et d'avoir pu écouter avec vous les interventions de qualité de la part de ces un peu super experts, entre guillemets, de la standardisation sur l'autopartage. Merci à tous, chers participants. Merci à tous, chers participants aussi dans le chat et personnes qui nous ont écoutés. Et je vous souhaite une très bonne semaine, du coup.
Fred, tu voulais dire quelque chose? Pardon. Non, juste au revoir à tous et bonne journée. Parfait. Au revoir à tous, bonne journée. Merci, bonne Merci, journée. au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.